Alors Marie-Claude, aujourd'hui, je vais te parler de cette école Saint-Joseph. Si le site dans la région, son histoire, elle, est quasiment ignorée du plus grand nombre. En 1860, toutes ces terres que nous avons derrière nous sont situées sur le territoire du village de la Joselière et appartiennent à la famille du baron Lelasseur de Ranzay. Et ici, c'est la Joselière. Ici, nous sommes à la Joselière. D'accord. Cette famille du baron Lelasseur de Ranzay est issue d'un quartier de Nantes, le quartier Saint-Donatien. Et ce sont des notables nantais archi connus en ce milieu de 19e siècle à Nantes. À partir de 1860, va commencer la vente de toutes ces terres par fraction. En 1896, il ne reste à vendre que 30 hectares. Et c'est une société nantaise, la Pivardière, qui va acheter l'ensemble de ces dernières terres. Il faut savoir qu'à la même époque, au centre même du vieux village de la Joselière, nous avions déjà une petite école des frères des écoles chrétiennes. Et à cette époque-là, cette école se révélait déjà trop petite. De plus, les frères s'étaient aperçus que la proximité des villageois, mais surtout des villageoises, posait problème, car un des jeunes frères qui faisait ces études-là trouva compagne en regardant par-dessus le mur de la propriété. Oh, le coquin. Cette situation a beaucoup embarrassé les frères et ils ont donc profité de cette opportunité que la Pivardière avait acheté ces 30 derniers hectares pour, par un bail à long terme, avoir une opportunité de construire en ces lieux. Le bail à long terme précise une chose très particulière. Il dit « Les frères pourront construire tous les bâtiments qui leur seront nécessaires, mais à leurs risques et périls. » C'est-à-dire qu'on la Pivardière laisse les frères construire sur des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est comme ça, si vous voulez, qu'en construisant et une école qu'on va appeler la maison et la ferme située juste au-dessus, va éloigner la tentation en construisant loin du centre du village. Cette idée de faire construire plus loin, mais aussi plus grand, pour avoir une plus grande capacité d'accueil. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, l'importance du bâtiment, et encore, il n'est pas aussi grand que les plans initiaux. 1895, les plans sont déposés, et sur les plans, il est bien dit « Société la Pivardière, Saint-Joseph-sur-Mer, à la Joselière, au Clion. » 1895, ces travaux sont acceptés et dès 1896, les travaux vont débuter. Les matériaux nécessaires à la construction et de l'école et de la ferme et des murs du jardin vont être récupérés dans 2 carrières créées sur place. Et toute cette pierre, tous ces matériaux vont arriver au pied des chantiers par des systèmes de wagonnets qui vont circuler sur des plans inclinés. Un système très ingénieux pour l'époque.
Et puis c'est surtout M. Devorsin, l'architecte de l'époque, qui va surveiller et diriger ces travaux, qui vont être exécutés en un temps record. C'est l'entreprise Ciseaux de Pornic qui va construire la maison. C'est l'entreprise Guiteny de la Bernerie qui va se charger de la construction de la ferme et du mur du jardin. Les travaux ont été très vite faits. En un an seulement. Toujours est-il que le devis du 31 octobre 1896 nous indique que la maison a coûté 268 020 francs, une fortune pour l'époque, et la ferme et le jardin ont coûté 118 000 francs. Ça fait une belle somme. Hein. Absolument. En un an, les travaux sont quasiment terminés. Et en 1897, c'est Monseigneur Roire, l'évêque de Nantes, qui viendra bénir ces bâtiments. Dès lors, le début de cette école des frères, des écoles chrétiennes, va pouvoir commencer. Alors on a une petite particularité dans le fonctionnement de cette école, c'est que scolastiques et petits novices seront là de septembre à Pâques, et puis les juvénistes et novices seront là à la belle saison. Autant vous dire qu'ici, si l'éducation était de qualité, elle était par contre plutôt stricte. Songez un instant que les enfants n'avaient que 2 semaines de vacances par an, Comme ça. à Noël et à Pâques, et les parents ne pouvaient venir rendre visite à leurs enfants qu'une fois seulement chaque trimestre. En ce début de XXe siècle, il y a quelque chose qui se profile, c'est la loi de sécularisation. C'est ainsi que le 7 juillet 1904, on retire aux frères le droit d'enseigner. Mais en hommes d'affaires avisés, les frères s'étaient préparés déjà à ces remous politiques, et avec l'appui de notaires notamment, et la création d'amicales et d'associations, ils vont parvenir à faire en sorte que l'État ne puisse reprendre ces bâtiments. 1914, et avant, c'est le pensionnat de Bel-Air qui est ici dans les lieux. Pensionnat de Bel-Air, justement, qui est une association qui a permis ici aux frères de continuer, mais, comment dirais-je, sans que l'État ne puisse avoir la mainmise sur leurs activités ici. Oui, c'était bien débrouillé. Hein. Les frères s'étaient bien débrouillés, effectivement. Et puis, je vous parle de l'année 1914, et voilà que le 2 août 1914, l'ordre de mobilisation générale est décrété. Sur le front de l'Est, pour l'armée française, c'est une hécatombe, et en morts et en blessés. Oui, il y avait beaucoup de blessés. Le problème, c'est que cette multitude de blessés, nous avions à cette époque en France un système hospitalier qui n'a pu absorber cette quantité innombrable de blessés, si bien qu'il a fallu à la hâte trouver des établissements pour pouvoir accueillir tous ces gens-là. En ce mois d'août 1914, nous avions à la tête de l'école Saint-Joseph un directeur qui s'appelait M. Leget, et il va proposer spontanément à l'armée de mettre ces bâtiments à la disposition des militaires blessés. Dès le début de septembre 1914, le général Guecci vient ici en visite et il se rend compte instantanément du potentiel qu'avaient ces bâtiments. La proximité de la mer devait absolument profiter aux blessés souffrant d'atteintes pulmonaires. Le général Guecci n'y va pas par 4 chemins, il réquisitionne tous les bâtiments pour
toute la durée de la guerre. Dès novembre 1914, cette école Saint-Joseph va fonctionner à son maximum. Songez qu'à cette fin novembre, il y a là 394 lits occupés. C'est énorme. Alors vous voyez 394 lits occupés, imaginez avec ça tout le personnel qu'il faut autour. On imagine Saint-Joseph à cette époque-là, ça devait être une ruche. Et c'était géré par les militaires. Militaire, puisque cet hôpital portera le numéro C65. Les archives que j'ai pu obtenir auprès des archives militaires du Val-de-Grâce à Paris font état de plus de 4000 entrées dans cette école Saint-Joseph. 4000 entrées, et curieusement, aucun mort. Alors ça m'a quand même interpellé, Oui. et en me précipitant, si je puis dire, près de la mairie du Clion, et en dépouillant les actes de décès de cette période, Ah oui. et en fait, 54 soldats sont décédés entre ces murs. Le plus jeune avait 21 ans et le plus âgé en avait 51. Si la guerre 14-18 se termine à la fin de 1918, l'hôpital, lui, continue de fonctionner. La guerre est terminée, mais il faut continuer de soigner les blessés. Finir de les soigner. Oui. Si bien que cet hôpital va poursuivre son activité jusqu'en mai 1921. En mai 1921, les militaires repartent et les frères des écoles chrétiennes reprennent possession des lieux. Ils vont donc exercer leur activité d'enseignants jusqu'en 1939. Hélas, l'histoire se répète, Deuxième guerre. d'une autre guerre se profile, à cette différence près, c'est que cette fois-ci, les Allemands ne sont pas si loin. Et aussitôt, les militaires songent une nouvelle fois à refaire de Saint-Joseph Oui. un nouvel hôpital. À cette différence, c'est qu'entre 1918 et 1939, l'aviation de guerre a fait des progrès terribles, si bien que vous voyez cette grande bâtisse, sans aucune protection en bord de mer, est une cible de choix pour l'aviation ennemie. Si bien que cette idée de refaire là un hôpital militaire est très vite abandonnée. En 1940, par contre, les Allemands sont présents dans les lieux. Mais à leur tour, ils comprennent que s'ils restent là, Ils vont- ils vont probablement connaître des soucis avec l'aviation ennemie. Donc à leur tour, ils repartent et ils quittent l'endroit. Toutefois, il y a un petit détail qui est intéressant, c'est les événements qui sont liés à la poche de Saint-Nazaire entre la fin 44 et l'été 45. Il y a encore des frères qui sont dans l'établissement, mais comme évidemment les Allemands sont à Pornic, les Français sont au sud à La Rogère, les obus passent au-dessus de leur tête, tout le monde se replie sur Nantes. Ils repartent. Ils repartent tous sur Nantes. Et puis, enfin, un deuxième conflit terminé, et entre 1946 et 1974, les frères des écoles chrétiennes reviennent à nouveau prendre possession de leurs locaux. Et puis là, la vie va se poursuivre comme elle l'avait été au tout début. Mais en 1974, les frères vont rencontrer des soucis importants avec le déclin de la vocation religieuse. Si bien qu'ils vont se résoudre à cesser leur activité d'école. Et à partir de 1974, les frères qui vont se regrouper en association vont fonder ici des classes de mères qui vont avoir lieu pendant plusieurs décennies, puisqu'on va trouver les dernières classes de mères
fonctionnant ici jusqu'en 2014. 2014, une date importante, il y a là un projet de vente de tous les bâtiments qui appartiennent encore aux frères. Et effectivement, ce qui devait arriver arriva. Les bâtiments seront vendus peu de temps après. Toutefois, je voudrais apporter un petit détail qui concerne la ferme, qui est située au-dessus de l'école et dont on aperçoit le toit de tuiles rouges derrière. L'auberge. Entre 1989 et 1995, cette ferme, avec ses 18 hectares, cette ferme sera utilisée par le centre d'aide par le travail de Savenay. Et là encore, les bâtiments vont être vendus à partir de 1995 et cette ferme deviendra une auberge. Auberge que l'on connaît encore aujourd'hui et qui, malgré son nom, est bien sur le territoire de la Joselière. 2016, l'ex-école est rachetée par des promoteurs immobiliers. L'ensemble sera intégralement restauré et réhabilité pour en faire une résidence. On ne trouve aujourd'hui que des appartements. Je me suis donc permis de profiter de cette opportunité pour solliciter les promoteurs pour que cette histoire de Saint-Joseph ne disparaisse pas totalement. Et c'est comme ça que, grâce à leur concours, j'ai pu faire apposer une plaque à l'entrée de cette propriété. Cette plaque en rappelle brièvement l'histoire, mais surtout cette plaque rappelle le nom des 54 soldats qui sont décédés là. À mes yeux, c'était important. Alors, voilà, une courte histoire, relativement brève, puisque vous voyez que ces bâtiments, 1896, c'est le tout début de la construction. 2021, vous voyez qu'on est passé d'une activité d'école pour en faire aujourd'hui une résidence, et puis derrière la ferme est devenue maintenant une auberge. À mes yeux, ces bâtiments, même s'ils ont été transformés, on en garde toujours l'image. Mais moi, ce que je vais retenir, et qui m'a longtemps marqué, qui me marquera longtemps encore, c'est que je vais garder l'image de ces messes de minuit qui à la chapelle, et j'entends encore les musiques, les chants des enfants, tout ça dans des décors absolument féeriques, et j'espère que ces images resteront gravées encore longtemps. Et cette chapelle n'existe pas? Non, cette chapelle n'existe plus, malheureusement. Elle, comme le reste, a été transformée en appartement. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur cette histoire de Saint-Joseph, une histoire que peu de gens connaissent, hélas. Alors, je vais profiter de cet instant pour rappeler une fois encore que nous trouvons au milieu du jardin de l'auberge une magnifique fontaine carrée et qu'autour de cette fontaine carrée traîne une légende dont je ne peux me défaire et qui m'insupporte bigrement. Il est dit que cette fontaine est liée au passage des pèlerins de Compostelle. Qui peut croire une histoire pareille quand on songe que la dite fontaine n'est là au milieu du jardin que depuis les années 1997 ou 1998, tout au plus. Alors j'espère que cette fois-ci, avec cet énième enfoncement de clous, cette histoire des pèlerins de Compostelle et de cette fontaine fantôme va enfin disparaître des esprits.
Thank you.